Construire de nouvelles solidarités, on a voulu inviter quelques-uns des initiateurs de l'appel des solidarités. Pourquoi? Parce que la politique ne peut pas tout. Et on a parfois la fâcheuse impression qu'elle ne peut pas grand-chose. Vous nous répondrez sur ce sujet, parce que j'ai le sentiment que c'est un peu sur ce constat qui avait été lancé en mars 2017, juste avant les élections présidentielles et législatives, qu'avait été lancé l'appel des solidarités, un appel construit, porté par plus de 80 associations. Alors depuis, un livre a été publié, 120 propositions pour une société solidaire. Pour parler de ces nouvelles solidarités à construire, nous recevons avec Mathilde Goannec, qui va animer cette discussion, 4 responsables d'associations à l'origine de cet appel. Thierry Kuhn, bonsoir. Vous êtes le responsable d'Emmaüs France. Pascal Ribes, bonsoir. Vous êtes l'administratrice, une des administratrices de l'Association des paralysés de France. Antoine Ricard, vous êtes le président du centre Primo Levi. Le centre Primo Levi, vous nous détaillerez ce que c'est, mais il a comme intitulé « Vivre après la torture ». Il prend en charge des victimes de sévices et de torture. Et puis Cécile Ostria, bonsoir. Vous êtes la directrice de la Fondation pour la Nature et l'Homme, la FNH, qui a été créée par Nicolas Hulot. Alors, je lis juste les 3 premières lignes pour donner un peu la tonalité de votre appel, de cet appel qui a été lancé en mars. À celles et ceux qui ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, à celles et ceux qui ne se sentent pas bien représentés ni écoutés, à celles et ceux qui vivent une réalité en décalage avec celle qu'on voit sur les écrans. Je regardais votre site internet tout à l'heure et un peu plus de 200 000 personnes ont signé, ont rejoint cet appel et s'engagent à le porter. Mathilde pose la première question. Déjà, simplement, pour savoir quels sont les objectifs de cet appel, j'imagine que ce n'est pas simplement de se compter, c'est qu'il y a aussi un enjeu à se rassembler et à énumérer, c'est très fouillé, l'ensemble des propositions que vous avez pour construire donc, de nouvelles solidarités. Peut-être vous pouvez déjà nous en dire un mot. Oui, et puis peut-être bonjour. Et puis d'abord, je voudrais vous remercier de nous accueillir autour de cet appel des solidarités. Je crois qu'effectivement, sur cette question des solidarités, on a besoin de la mobilisation de tous. Et c'est ce qu'on a déjà voulu dire. Aujourd'hui, c'est 200 000 personnes qui ont signé, mais ce sont des millions de Français et de citoyens qui sont engagés dans les associations sur cette question des solidarités. On a également besoin des médias. Et je crois que Mediapart est aussi fidèle à cet appel des solidarités et puis à cette question des solidarités. Donc je voulais d'abord vous en remercier. On a des enjeux extraordinaires à relever, les questions d'environnement, les questions d'égalité, les questions de lutte contre la pauvreté, la question des discriminations, la question des solidarités internationales, la question de l'accueil des migrants et des migrations. C'est immense ce chantier, ce grand chantier des solidarités qu'on a à relever. Sur ce grand chantier, sur cette montagne de problématiques, je crois qu'on a un chemin à parcourir qui est important. Alors dans ce livre et dans l'appel des solidarités, on fait un certain nombre de propositions pour parcourir ce chemin, cette montagne à gravir. Et j'ai envie de dire que, quelque part, on est de toute façon tous liés les uns aux autres. Les problématiques sont liées les unes aux autres. Ce n'est pas d'un côté la question de l'environnement et la question du climat. Ce n'est pas de l'autre côté la question sociale. Toutes ces problématiques sont liées, c'est ce qu'on a voulu dire également. Et puis nous tous, dans cette société, on est liés les uns aux autres. Un peu, excusez-moi ce clin d'œil, un peu comme dans une cordée. Et dans cette cordée... Le mot est bien choisi. Nous, dans cette cordée, les premiers de cordée, ce sont d'abord les plus pauvres, ce sont d'abord les plus exclus, ce sont d'abord les personnes qui se retrouvent à la rue, ce sont toutes ces personnes qui sont aujourd'hui sans emploi, sans logement ou en situation de mal logement, tous ceux qui fuient leur pays, qui arrivent et qu'on n'est pas aujourd'hui toujours capable d'accueillir, ce sont eux les premiers de cordée et les premiers de cordée, ce sont aussi tous ces bénévoles, tous ces travailleurs sociaux, tous ces salariés dans les associations qui sont impliqués tous les jours sur le terrain. Et en fait, dans l'appel des solidarités, c'est ce qu'on a voulu d'abord valoriser, montrer que lutter contre les discriminations, lutter contre la pauvreté, contre les inégalités, contre
le changement climatique, c'est possible, on a des solutions très concrètes à proposer. Ce sont un peu les experts de la solidarité, encore une fois, les premiers de cordée qui connaissent les difficultés, qui ont des propositions à faire. Et voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer pendant la campagne électorale. Donc effectivement, l'appel des solidarités a été lancé par 80 associations au départ. C'est un rassemblement inédit. Aujourd'hui, ce sont 150 associations qui sont regroupées, qui sont engagées dans cette voie complémentaire, avec nos diversités, avec la diversité des réponses aussi qu'on peut apporter. Et voilà, et puis ce sont les citoyens. Alors on aimerait montrer que, bah oui, ces propositions, c'est une source d'inspiration formidable pour une autre politique, pour une politique plus juste et plus solidaire. Et donc Cécile Austria, vous disiez tout à l'heure que l'objectif, c'est aussi de forcer un peu le personnel politique à rendre compte, donc à avoir des rendez-vous réguliers avec vous, voilà, avec cette plateforme. Ce qu'on avait, nous, on porte cette vision d'une société solidaire. Donc on avait voulu interpeller les citoyens et le personnel politique à l'époque, et donc, mais avec, sur la durée, ce qu'on porte, c'est énorme, c'est un changement de société. Et donc aujourd'hui, on a eu la période de l'appel avant les élections, on a la période, on a fait le livre qui porte 120 propositions, alors il y en a beaucoup plus sur le site internet, et ce livre, il nous sert en fait de base pour aller dialoguer notamment avec l'Assemblée nationale. On est en train de mettre en place des sessions d'information, sensibilisation des députés. Bon, ce n'est pas encore précis les modalités, mais ça sera en 2018. Peut-être qu'il y aura une session par axe. On ne sait pas encore très bien, mais on a l'accord de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale, pour nous accueillir l'appel et donc faire cet échange. Donc pour nous, c'est vraiment très, très important. Et puis ensuite, le rappel des solidarités, en tout cas pour la première année, qui est prévu au printemps. On veut faire le rappel des solidarités pour voir où on en est. Alors, je me souviens très bien le 23 mars quand a été lancé votre appel, et une des figures de proue, c'était Nicolas Hulot, hein, qui portait cet appel. Le fait qu'il ait intégré le gouvernement, ça vous met en difficulté, ça vous prive d'une voix, ça crée de la confusion, c'est pas du tout où ça gêne ce mouvement de mobilisation. Je ne sais pas qui souhaite répondre. Je crois que c'est d'abord, une bonne nouvelle dans un premier temps. Voilà, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que c'était une de nos propositions, et puis une proposition de Nicolas Hulot d'avoir un ministère de la transition écologique et solidaire. Donc on fait bien le lien entre la question des solidarités écologiques, sociales, etc. Voilà, après, c'est toute la difficulté de la cohérence de l'action du gouvernement dans sa globalité, avec plein de contradictions. On aura certainement l'occasion d'en parler. Donc on a à la fois de l'espoir, mais en même temps sur un certain nombre d'inquiétudes. La mobilisation et le nombre de signataires, c'est à peu près dans ce que vous imaginiez. Vous êtes content, ou c'est plus que ce que vous imaginiez, un peu moins, ou quel est l'état de la société française, justement, en termes de mobilisation citoyenne sur ces questions de solidarité? Moi, je pense que c'est en fait, comme c'est très innovant comme mouvement, où on est, parce que nous tous, chacun, dans nos domaines ou dans nos propres organisations, on lance des appels, des pétitions, etc. Et on peut avoir des nombres importants de signataires. Il y a eu, quand on a fait des pétitions contre les néonicotinoïdes, donc des pesticides tueurs d'abeilles, on est arrivé à 700 000, 800 000, 1 million, etc. Mais là, c'est aussi ce mouvement, il est innovant, puisqu'on croise les solidarités. Donc on n'est pas exactement non plus... plus on sera, et on cherche encore à avoir, bien sûr, des signataires, et donc il y a le site internet qui accueille, bien sûr, toujours ceux qui veulent répondre présent, et répondre présent à l'appel, donc l'appel des solidarités.fr. Voilà, mais c'est pas que le chiffre, c'est cet éveil à la convergence des causes, en fait. Est-ce que cet appel, il est aussi construit? Alors vous allez peut-être pouvoir répondre les uns et les autres, vous n'avez peut-être pas la même appréciation. Est-ce que cet appel, il existe parce que justement, le politique ne répond plus ou ne répond pas suffisamment aux questions qu'il pose? Grosso modo, est-ce que c'est aussi, pas seulement un appel, mais une sonnette d'alarme en direction de ceux qui nous gouvernent ou de ceux qui nous ont gouvernés dans le passé? Peut-être...
Antoine Ricard pour Primo Levi ou Pascal Ribes. Moi, j'ai jamais eu l'impression que l'appel des solidarités avait été conçu à l'origine comme une critique d'une situation existante, mais plutôt comme une réponse et comme un apport de solution. Ouais. Voilà, apporter dans le débat public, apporter à la collectivité des solutions. Voilà. Et nous avons rejoint l'appel des solidarités pour ça. Nous sommes engagés dans un certain nombre de combats au niveau de notre association à nous. Nous avons les mêmes d'ailleurs, certains combats en commun. Peut-être qui cette fois, un peu mieux votre association qui est sans doute moins connue que des grandes associations présentes ici. Oui, merci beaucoup. Ouais. C'est gentil. Non, c'est gentil. On vous a interviewé, on a donné la parole longuement dans des enquêtes au Centre Primo Levi et au travail formidable. C'est vrai, merci beaucoup. Nos spectateurs ne connaissent peut-être pas. Alors, en 2 mots, le Centre Primo Levi, c'est un centre de soins. C'est une ONG qui abrite un centre de soins qui est dédié aux exilés victimes de torture et de violences politiques. Donc, notre mission première, c'est de soigner des personnes qui nous sont adressées, qui sont dans une précarité très grande parce que victimes de violences extrêmes, parce que bien souvent sans papier, des difficultés d'accès à l'emploi, d'accès au logement. Ça, ce sont des sujets qu'on partage avec Emmaüs. Et donc, notre activité principale consiste à tenter d'apporter un soin qui est un soin complexe, qui est un soin pluridisciplinaire, donc psychothérapeutique, médical, l'intervention d'assistants sociaux, de juristes, pour apporter une prise en charge complexe, dans un temps long. C'est des temps de soins qui durent 2 ou 3 ans et qui mobilisent l'interprétariat professionnel. Donc c'est un soin très, je dirais, très précis, de très haut niveau, qu'on offre à des personnes qui sont, je dirais, peut-être dans un degré assez important de précarité. Donc c'est un projet associatif qui est pointu, effectivement, c'est pas le plus connu, mais il est très intéressant et il implique, c'est la deuxième partie de notre mandat, et c'est pour ça qu'on s'appelle aussi le Centre Primo Levi, qu'on porte le nom de cet écrivain. Il implique une mission de témoignage, de sensibilisation, de formation, et ce que je fais ici aussi de plaidoyer peut-être dans un registre plus citoyen et politique. Donc voilà, ça c'est le Centre Primo Levi. Et donc pour revenir à votre question, nous quand on rejoint l'appel des solidarités, cette initiative en particulier qui est assez unique et qui est une initiative à laquelle nous croyons parce qu'elle est mobilisée dans le sens des propositions. Voilà. Et si je peux encore dire un petit mot, je pense que ce qui nous rassemble tous, au fond, c'est la question de la dignité humaine et du rapport de notre intolérance finalement aux atteintes à la dignité humaine dans le rapport d'homme à homme. Instinctivement, c'est quelque chose qu'on refuse. Et instinctivement, au même titre que quand on a faim, on va chercher à se nourrir, instinctivement, on cherche des solutions de terrain, des solutions concrètes. Et donc, au fil de la militance associative et des actions qu'on peut mener chacun dans notre domaine, en fait, on s'est rendu compte, et c'est les initiateurs de l'appel des solidarités qui ont révélé ça, qu'on constituait quand même une gigantesque boîte à outils, un gigantesque champ de recherche et développement en innovation sociale. Et en production d'idées. Voilà, en production d'idées, en production de solutions. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans l'appel des solidarités, c'est cette idée de mettre à disposition. Ça n'empêche pas d'avoir un regard critique, de militer, de dire que c'est politique, effectivement, ça l'est. Mais c'est avant tout ça, mettre à disposition de la société le produit de nos actions et de nos recherches. Et c'est ce qui explique votre présence également en tant qu'association représentant l'association des Paralysés de France. C'est la fonction de témoignage, mais aussi apporter des solutions concrètes à vos problématiques. Apporter des solutions concrètes. Peut-être avant de rentrer dans comment on peut faire pour apporter des solutions concrètes, dire que pour nous, la solidarité, elle est au cœur, en fait, vraiment de l'APF, des missions de l'association, de notre association, l'Association des Paralysés de France, depuis le début. Hein, et que tout à l'heure, Thierry parlait des cordées. Il a utilisé le mot des cordées. Il faut savoir que l'APF, on a commencé exactement comme ça. Pour lutter contre la solitude, contre l'exclusion, à l'époque, avant 1933, hein, c'était... il faut savoir que les personnes en situation de handicap, même jeunes, on les mettait dans les hospices.
hein. C'était le seul moyen qu'elles avaient de se relier entre elles, de communiquer entre elles. Donc, il y avait des cordées épistolaires qui leur permettaient de conserver un lien social, finalement. Donc ça, c'est extrêmement important. J'avais envie de dire aussi que sur le sujet pour moi, la solidarité, elle est donc nécessaire non seulement à la société, elle est... mais au-delà d'être nécessaire à la société, l'enjeu, c'est aussi de faire ensemble. Faire tous ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des politiques qui nous gouvernent, certes, mais c'est quand même aussi à nous de dire dans quel modèle de société on veut vivre. Et d'où l'importance de se mobiliser autour des solidarités et de voir les solidarités comme une solution en plus aux crises. Typiquement, dans le domaine du handicap, il y a un certain nombre de solutions qui pourraient donc effectivement être mises en œuvre qui ne le sont pas, qui seraient une solution aux crises. Pourquoi ? Parce que c'est créateur d'emplois non délocalisables, par exemple, et bon, de valeur en plus, de cohésion sociale. Donc, moi je pense que la société, elle a tout à gagner à remettre la matrice, les solidarités au cœur de la matrice pour construire les politiques publiques. C'est la première chose. Et ensuite, refuser vraiment tous ces... Justement, actuellement, le système est conçu de telle manière qu'il permet de finalement opposer les catégories les unes aux autres. Donc, on oppose des souffrances les unes aux autres. On est encore dans un schéma presque comment je dirais, moi, d'aumône sociale. Et donc, du coup, on oppose des solidarités les unes aux autres, avec les idées de coûts derrière, etc. Non. Enfin, des populations les unes aux autres. Voilà, donc je pense qu'il faut absolument lutter contre cela. Oui. C'est essentiel, ce qui a été dit par Pascal. C'est la question de la concurrence aussi entre les situations d'exclusion. Aujourd'hui, on a tendance à opposer les bons pauvres des mauvais pauvres, les bons exclus des mauvais exclus, les bons migrants ceux qui seraient légitimes et ceux qui ne seraient pas légitimes. Sur la question des migrations, c'est cette question de l'accueil inconditionnel qui est remis aujourd'hui en cause, le tri des migrants, et puis sur les bénéficiaires des minima sociaux qui sont sans cesse stigmatisés. Il y a toujours cette tentation de stigmatiser. L'appel des solidarités, c'est aussi de montrer effectivement comment on fait société ensemble, comment on construit cette communauté de destin qui nous rassemble tous autour de cette idée centrale, de cet objectif central qui doit être nécessaire, obligatoire pour construire un projet de société qui nous rassemble tous ensemble, au niveau national, au niveau international, évidemment. C'est effectivement cette idée de cordée. Dans une cordée, quand l'un tombe, tout le monde tombe. Donc on est tous à relever celui qui tombe. Alors, Mathilde. Non, avant de revenir sur le tableau que vous avez dressé par cet appel et puis sur les solutions que vous pensez pouvoir y apporter, il y a quand même aussi le contexte dans lequel tout ça s'inscrit, dans un contexte budgétaire compliqué pour le monde associatif, que vous représentez, par la suppression d'un certain nombre d'emplois aidés, par la suppression d'un certain nombre de crédits politiques de la ville, aussi par une diminution du financement du monde associatif de manière générale et continue depuis une dizaine d'années, hein, ça c'est pas nouveau. Donc voilà, comment vous interprétez ces signaux et est-ce que votre action associative militante est entravée, je veux dire concrètement entravée aujourd'hui par ces problématiques? Je ne sais pas qui veut commencer. Ça va dépendre bien sûr des associations. On voit bien que les problématiques des associations les plus fragiles, qui sont petites, qui ont un budget très très dépendant de subventions, qui n'ont pas ou très peu de salariés, et les quelques salariés qu'ils ont, ce sont des emplois aidés, donc ils les perdent, et après ça dépend que des bénévoles qui n'ont pas non plus la capacité de tenir l'association, donc ça fragilise quand même ce maillage qui est exceptionnel en France, qui existe, il y a énormément d'associations, donc ça fragilise, et ça fragilise au plus près en fait, des personnes, parce que nous, on représente là des organisations nationales
on n'est pas forcément au plus près. On essaye de porter, bien sûr, au nom de tous, mais ceux qui vivent sur le terrain, au quotidien, c'est eux qui sont vraiment très touchés par ce détricotage qui date effectivement, mais qui se poursuit du soutien au monde associatif. Mais l'appel, justement, quand vous le lancez au mois de mars dernier, c'est aussi un appel, et vous inscrivez cet appel pour le futur quinquennat. Donc c'est aussi un appel à trouver des relais politiques. On le voit bien, là, par exemple, en ce moment, sur les discussions entre le nouveau pouvoir et les élus locaux, les tensions qui naissent sur des questions budgétaires, mais à travers ça, sur les capacités d'intervention sociale des collectivités locales, comme on l'avait vu quand ont été annoncées la suppression de la quasi-totalité des emplois aidés ou la baisse et la réforme des aides personnalisées au logement. Donc, est-ce que dans vos diverses démarches avec les acteurs politiques, vous avez l'impression que ce relais, il est possible ou qu'il reste aujourd'hui que les premiers signes donnés sont extrêmement difficiles? Je veux bien partir de l'exemple effectivement des contrats aidés. Il y a beaucoup de paradoxes dans cette affaire-là, et c'est très contradictoire. On part d'abord d'un constat qu'on peut partager, et de dire que les contrats aidés, les emplois aidés, ne sont pas suffisamment un tremplin pour pouvoir accéder à un emploi durable. Ce qui nous intéresse quand même, c'est que tout le monde puisse avoir accès à un emploi durable pour pouvoir avoir une vision un projet de vie. Donc c'est vrai que c'est un constat qu'on peut partager dans un certain nombre de situations. Sauf qu'on le voit à Emmaüs, qui pour un certain nombre de structures Emmaüs, oui, portent des contrats aidés. Quand il y a de l'accompagnement social et professionnel, quand il y a de la formation professionnelle, c'est ce fameux triptyque accès à l'emploi, formation professionnelle et accompagnement social et professionnel, ça fonctionne. On peut avoir, effectivement, on accède plus facilement à l'emploi durable. Donc le constat, on peut le partager, sauf que là, la décision du gouvernement, très brutalement, cet été, au mois d'août, ça a été de dire ah oui, c'est pas efficace, ça coûte cher. Là encore, vous imaginez comment c'est ressenti par les personnes qui ont pu trouver un emploi aidé, à dire bah oui, là encore, tu travailles, mais tu coûtes cher à la société. Quand même d'une violence incroyable. Et on supprime, pour le coup, dans la loi de finances 2018, la moitié des contrats aidés, on tombe à 200 000. Comment on gère cette transition? Est-ce qu'on n'aurait pas pu, et c'est ce qu'on revendique, effectivement, on a demandé un moratoire sur le gel des contrats aidés, pour pouvoir travailler justement à l'amélioration de ces dispositifs, pour que réellement ça puisse être un tremplin pour sortir de l'exclusion. Ça, c'est dans les solutions que vous proposez, c'est quelques-unes des 120 solutions. Exactement, avec le corollaire qui est l'insertion par l'activité économique, qui est un des champs importants de l'économie sociale et solidaire. Là encore, il y a des moyens supplémentaires à trouver pour renforcer ce secteur-là, qui n'est pas un coût pour la société. C'est un investissement pour la société. De manière plus générale, je crois que c'est aussi important de le dire, la solidarité, ce n'est pas un coût. C'est réellement un investissement, et un investissement pour l'avenir. Donc pour les comptables qui aiment bien voir l'idée de retour sur investissement, je peux vous assurer qu'effectivement, il y a un retour sur investissement qui est important si on ose et si on a le courage d'investir dans la solidarité. Juste un petit exemple sur les contrats aidés. ATD Quart Monde a fait le calcul dans le projet Territoire zéro chômeur longue durée, qui est un beau projet aussi, et qui est aussi une solution sur les territoires pour permettre aux personnes les plus exclues d'accéder à un emploi pour le coup durable. On fait un calcul, un chômeur coûte aux contribuables, s'il faut le voir comme ça, très cher. Voilà, entre 15 000 et 20 000 euros. Un emploi aidé coûte 9 000 euros. Donc même en matière d'économie, les contribuables ne vont pas s'y retrouver. Est-ce que des associations plus modestes, éventuellement comme la vôtre, sont confrontées à des difficultés? Vous êtes préservés C'est vrai que nous sommes modestes. Non, plus modestes dans la taille, il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Non, mais par ailleurs, nous sommes modestes. Écoutez, oui, on peut subir ce type de difficultés. Concrètement, nous, on a une personne qui était en contrat aidé, dont le poste n'a pas pu être remplacé.
voilà, moi j'ai pas tellement envie de prendre le sujet par ce bout-là. C'est une mesure évidemment qu'on peut contester dans une approche justement simple. Non, mais on moi- parlait de relais politique, hein, ou d'écoute Oui, oui, politique, oui. simplement des décideurs. Ils Non, écoutent, ils... Moi, oui, non, mais effectivement, c'est pas. Je pense que cette mesure-là ne va pas dans le bon sens. Il y en a peut-être d'autres qui vont dans une direction qui est plus favorable. Je pense que je ne veux pas du tout revenir sur Nicolas Hulot, mais quand même, la nomination d'une personne de ce type-là dans un gouvernement, on ne peut pas complètement mettre ça sous le tapis comme une poignée de miettes. C'est un vrai acte politique. Et ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je ne suis pas un politicien, donc mon rôle n'est pas de rentrer dans le format habituel. Et on milite, nous, sur les exilés, sur les personnes qui viennent chez nous, dans notre thème à nous, on milite pour changer le regard, pour avoir un regard qui ne soit pas simpliste, qui soit confiant, qui s'inscrive dans le temps long, qui accepte une certaine forme de complexité. Et je ne vais pas, moi, rentrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire que le politique, je le considère comme un élément de l'écosystème. On parlait tout à l'heure de faire les liens entre les sujets. Le politique est un élément de l'écosystème qui, lui aussi, a besoin, qu'il soit bon ou mauvais, bien intentionné ou mal intentionné, lui aussi a besoin de s'inscrire dans le temps long, lui aussi affronte de la complexité. Et j'ai envie d'avoir ce regard aussi confiant à l'égard du politique qui fait partie de l'écosystème dans lequel j'interviens. Ça n'exclut pas la critique, mais je pense que c'est important aussi qu'on puisse voir les choses un peu autrement à ce niveau-là, et donc laisser un peu de temps et se dire que peut-être, et si ça ne fonctionne pas du tout, on sera les premiers à le dire, se dire que peut-être cette initiative-là qui consiste à apporter des solutions, avec quand même des garanties de qualité, donc ça c'est pas modeste de dire ça, mais ça je le dis pour l'ensemble de l'appel des solidarités, il y a quand même des acteurs de référence dans tous les domaines. On peut espérer, on doit espérer que le politique va se saisir d'une partie de ce qu'on propose. Voilà. Est-ce qu'il y a des signaux aussi positifs sur la question du handicap? Je pose la question parce que dans la campagne présidentielle, un peu pour une fois, on a eu une vraie prise de position sur ces questions-là. Je pense notamment à Emmanuel Macron, sans vouloir repolitiser le débat. Mais est-ce que du coup, vous voyez là déjà des choses positives à l'égard des personnes que vous défendez, ou des choses à venir là, dans les mois à venir, et qui rejoindraient des propositions qui sont faites dans le cadre de l'appel? À ce stade, c'est un peu difficile de le dire parce que nous aussi, on a plutôt en ce moment un certain nombre d'inquiétudes compte tenu des mesures qui ont été soit annoncées, soit dont certaines ont été prises. Cela étant, on est confiant, on se dit on peut encore rectifier les choses. Et bon. Mais on est très vigilant parce qu'il y a quand même un certain nombre de mesures qui impactent directement et pas dans le bon sens les droits des personnes en situation de handicap. L'APL notamment, on diminue de 5 €. Quand vous viviez déjà sous le seuil de pauvreté avec une AH, je suis désolée, c'est vraiment compliqué. Donc tant que ces mesures-là, tant qu'on ne voit pas comment on compense en fait, voilà, la chute des dotations aux collectivités territoriales, les contrats aidés, on vient d'en parler, l'allègement aussi des normes, c'est-à-dire que pour l'accessibilité, voilà, la suppression de la garantie de ressources personnes handicapées pour les personnes qui étaient très très lourdement handicapées, c'est-à-dire qui ne peuvent pas du tout, qui sont inemployables en fait, qui ne peuvent pas du tout, de fait de leur lourdeur de leur handicap, qui ont une capacité de travail inférieure à 5%, ils avaient une compensation par une garantie de ressources personnes handicapées qui leur permettait d'avoir un petit plus par rapport à la hache, puisque dans l'incapacité totale de travailler. Bon, ça, c'est dans les projets de loi de finances, il est envisagé de supprimer cette mesure. Enfin, donc, les suppressions envisagées nous inquiètent. Ça, on ne peut pas dire le contraire. D'autre part, donc, on met souvent en avant, donc je vais peut-être revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais le contexte budgétaire, moi je pense que c'est aussi, bon, c'est quand même aussi un choix politique à un moment donné à faire, et donc investir sur la solidarité ou les solidarités, peu importe si on veut mettre pluriel ou avec un grand S, c'est, encore une fois, je pense, à la fois créateur de valeur et de richesse, et vraiment
d'emploi. Et donc, voilà, il faut changer la manière dont on pense les politiques publiques. C'est un investissement, comme l'a dit Thierry, c'est absolument pas un coût. Et c'est vrai, y compris pour l'accessibilité. Sauf que quand on regarde juste avec une vision très court terme, on voit uniquement le coût de ce que va coûter, par exemple, l'accessibilité et pas du tout ce que ça va apporter. Et vous, quand vous parlez de ces engagements publics, de ces politiques publiques, pour vous, je dirais l'acteur principal ou l'acteur le plus intéressant, où est-il? Il est au niveau local, je pense par exemple au niveau des collectivités locales, il est dans des partenariats noués avec d'autres associations, ou il est au niveau gouvernemental, pour arriver concrètement à construire des choses? Pour arriver concrètement à construire les choses, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qui, à tous les niveaux que vous venez de citer, s'engagent. Enfin, je pense qu'il faut vraiment c'est une question, on pourrait penser que, bon, ok, il y a des mesures gouvernementales, mais que finalement, les vrais enjeux, ils sont par exemple dans des négociations, vous parliez d'accessibilité, avec des promoteurs, avec des maires, avec l'association des maires. Oui. Et ils sont là aussi, mais ils sont aussi au niveau national. Et il est vrai que dès lors que vous avez des mesures qui, permettent à certains acteurs finalement de ne pas soit se rendre accessibles, par exemple, la tentation, en tout cas, va être de ne pas se rendre accessible puisque la loi va le permettre. Alors que la loi du 11 février 2005 disait qu'en 2015, tous les établissements recevant du public, par exemple, devaient être accessibles. Aujourd'hui, les dispositions sont de nature à venir, y compris dans tout ce qui est neuf, y compris pour le logement, à venir déroger à cette obligation d'accessibilité, y compris dans le neuf. Donc bon, moi je compte sur les acteurs locaux pour le coup, parce que j'espère bien qu'ils vont ne pas rentrer dans cette possibilité qui leur est offerte de s'exonérer de l'obligation d'accessibilité. Parce qu'effectivement les acteurs locaux sont beaucoup plus au plus près du terrain, avec le sens de ce qui est bien pour la population et essayer de faire le mieux de ce point de vue-là. Au niveau, je pense, logement, par exemple, logement social. Dans la série de propositions qui sont faites dans l'appel des solidarités, il y a des thèmes qui sont un peu majeurs. J'ai l'impression que c'est la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté au sens large. C'est la question environnementale, écologique et des générations futures, du respect de la nature, qui est évidemment liée à la question précédente. Ouais. Et puis il y a la question migratoire et de l'accueil, de la solidarité internationale, et puis aussi pas seulement de l'accueil, mais de donner à ces personnes qui arrivent la possibilité de rester vivre, travailler ici, s'épanouir, s'émanciper. Sur la pauvreté et sur les inégalités, le Secours catholique, qui fait partie de l'appel des solidarités, a dressé un tableau, encore une fois cette année, qui est accablant, en parlant d'une pauvreté qui est toujours plus grande en France. On prenait aussi l'exemple du Secours populaire, qui alertait sur la situation des personnes âgées. Alors peut-être ça rejoint d'autres thématiques, mais qui est elle aussi alarmante. Des personnes âgées retraitées qui viennent demander à manger dans les locaux du Secours populaire, du Secours catholique aussi, Emmaüs doit être confronté aux mêmes questions. Les jeunes, effectivement, c'est aussi une vraie question. Donc voilà, quel est votre diagnostic sur cette première question de la pauvreté et des inégalités? Et puis peut-être ensuite, on pourra parler de la question plus environnementale et migratoire. Qui est évidemment liée, et c'est ce qu'on a voulu montrer, la question des migrations, évidemment, c'est aussi lié au changement climatique, et ça le sera de plus en plus. Donc c'était aussi l'idée des solidarités à la fois environnementales, de lutte contre les exclusions, etc. Sur la pauvreté, si on regarde la courbe de l'évolution de la pauvreté, alors déjà on fait un constat terrifiant. Et aujourd'hui, 9 millions de pauvres et puis une augmentation de 1 million en 10 ans du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est une étude récente. Voilà, 1 million de plus en 10 ans. En 10 ans. Ouais. Donc 1 million de plus de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, donc 60% du revenu médian. Après, il y a 1000 façons de voir les choses, mais on le voit bien. On a eu une belle diminution quand même de la pauvreté dans les années 70 jusqu'au début des années 90. Donc il y a quand même de quoi se poser des questions sur notre modèle socio-économique qui est quand même, on le constate, qui est un générateur de pauvreté, qui crée de l'exclusion. Donc il va falloir quand même changer de modèle et réfléchir à un autre modèle pour une économie, et puis c'est ce qu'on dit aussi
dans le livre, on parle d'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui a mieux résisté à la crise, qui continue à créer de l'emploi, et en particulier pour les personnes les plus exclues. C'est un modèle qui fonctionne, qui est un modèle d'avenir. Il y a la question du partage des richesses, et puis du revenu suffisant, et on en parle aussi, on fait aussi une proposition dans le livre sur cette question-là, du revenu suffisant pour ceux qui sont le plus... Oui, aujourd'hui, avec un RSA, comment on peut vivre décemment avec un RSA? Alors, si en plus on est stigmatisé, c'est encore plus compliqué. C'est une espèce de double peine. Et alors, expliquez-nous ce revenu suffisant. Le revenu suffisant, c'est d'abord de regarder à partir de quel montant on peut commencer à se dire qu'on peut sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a, là encore, sur les minima sociaux, il y a une difficulté incroyable qui est effectivement le non-recours. Donc, par exemple, sur les RSA, c'est environ 30% des personnes qui pourraient accéder au RSA, au minima social, et qui n'y ont pas accès. Donc, là encore, qui pourraient avoir droit. Donc, l'idée, c'est de simplifier les dispositifs et de remonter l'ensemble des dispositifs sur un revenu qui regrouperait l'ensemble des... l'allocation adulte handicapé, le RSA, etc. Pour qu'on ait une simplification et permettre à tout le monde d'y avoir accès. Ça pose peut-être aussi la question, c'est ce que Emmaüs proposait aussi dans son livre, Le combat continu, on faisait un certain nombre de propositions également, qu'on retrouve pour certains dans le livre. Encore une fois, du partage des richesses. Comment aujourd'hui la richesse qui est créée collectivement, par tous, comment on se la répartit, comment on la partage et comment on fait que cette richesse permette à des personnes de sortir de l'exclusion. C'est peut-être aussi la question du revenu maximum. Comment, à un moment donné, on se dit peut-être que ça devient un peu indécent et pour permettre, encore une fois, à des personnes de sortir de l'exclusion. Sur les questions environnementales, comment... Peut-être aussi pour reboucler par rapport à ça, parce que je lirais ça avec la cohérence, en fait. Il y a des dépenses qui, pour nous, sont superflues ou, disons, incohérentes par rapport à un engagement vers une transition écologique et un état de l'environnement meilleur pour tous. Par exemple, sur la taxe sur la transaction financière, qui a été mise en France, mais il y avait l'objectif, et c'est porté aussi dans les propositions du livre, c'est la première d'ailleurs, pour porter cette taxe sur les mouvements infrajournaliers. Ça a été, finalement, il y a c'était acté, il y a une loi qui avait été votée par le précédent gouvernement, et pour faire monter aussi le pourcentage sur la TTF France, et tout ça est retombé. Hein. Donc aujourd'hui, on n'a pas du tout d'assurance. Il y a des petits, on nous dit peut-être que finalement, peut-être que ça sera au moment du sommet des États, le 12-12. Là, on attend, et puis il y a un sommet sur le climat et le financement. Le 12 décembre à Paris. Le 12 décembre à Paris. Donc, c'est à l'initiative de M. Macron. On suppose que le gouvernement va faire des annonces autour du financement et du climat. Donc, on attend ça. Mais là, on a ces incohérences. Ces incohérences, on les trouve dans plein d'endroits. Aujourd'hui, on finance encore, on subventionne encore beaucoup de pollution et d'outils de la pollution, enfin, notamment les énergies fossiles. Donc nous, on porte le fait de baisser, bien sûr, et ça peut se faire progressivement. Hein, c'est pas la baisse de l'aide aux énergies fossiles et donc ce budget libéré, disons, peut servir pour, par exemple, améliorer les conditions d'habitat des précaires énergétiques, parce que ceux qui vivent dans une précarité énergétique ou une précarité alimentaire, ils sont de plus en plus nombreux et donc voilà, donc cette cohérence, on ne la voit pas encore. Et nous, on se comporte aussi en réfléchissant de plusieurs côtés. C'est cette cohérence. C'est la construction d'une société avec une vision cohérente. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs, un tiers des agriculteurs français vivent avec 350 €, enfin je ne sais pas s'ils vivent, mais disons survivent avec 350 € par mois. Donc nous on travaille beaucoup dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui avec le gouvernement sur les états généraux de l'alimentation pour faire évoluer aussi le modèle
Pour l'instant, on a une réponse, on va voir 2 modèles l'un à côté de l'autre. Bon, nous, on n'a pas encore... Voilà, cette cohérence, elle est forte. Et le budget qu'on n'a pas pour améliorer la condition de vie des plus démunis, peut-être qu'on peut le trouver, en fin de compte, en étant cohérent. Et donc, du coup, la question des migrants est aussi en cohérence avec ce que vous disiez, hein, en tout cas, et au croisement de ces différents sujets. Est-ce que est-ce qu'il y a une urgence des urgences sur ces questions-là? Est-ce que vous voyez des signaux qui sont positifs ou négatifs sur ces questions-là? Oui, alors, il y a une urgence des urgences sur à peu près tous les sujets, mais et en même temps, dire qu'il y a une urgence des urgences, c'est voilà. Donc, je pense que tous les sujets sont importants, tous les sujets se tiennent. Ça a été rappelé. Je pense que c'est vraiment le vrai apport aussi de l'appel des solidarités. Nous, je pars de quelque chose de très particulier qu'on fait, nous, à une réflexion plus générale. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on a expérimenté depuis 22 ans une démarche de soins qui est pluridisciplinaire, qui est complexe, et qui répond à une problématique de psychotraumatisme liée à la torture, liée à la violence politique. Ce qu'on a mis en place dans ce centre de soins, en termes de façon de travailler, en termes de méthode, en termes de services, entre guillemets, qu'on va rendre à ces personnes qui viennent nous voir, qui sont d'une fragilité extrême. Ces pratiques-là, ces pratiques professionnelles, elles peuvent être extrapolées, utilisées dans d'autres contextes, dans le contexte du psychotrauma, parce qu'il n'y a pas que les personnes torturées qui subissent des traumatismes psychologiques. C'est des méthodes qui peuvent être dupliquées. L'appel des solidarités, c'est un endroit, un lieu, qui permet de dire, voilà, j'ai cette solution-là que j'utilise pour répondre à cette problématique-là qui pourrait être utilisée, efficace dans d'autres situations. Et c'est une façon de ne pas rester chacun aussi dans sa discipline et d'irriguer un peu l'ensemble de la société, quoi, avec ces solutions-là qu'on élabore. Ensuite, sur votre question plus générale, sur est-ce que ça va dans la bonne direction ou est-ce que ça ne va pas dans la bonne direction, une fois que j'ai dit qu'il fallait laisser le temps, voilà, comprendre que tout ça est très complexe, non, ça ne va pas dans la bonne direction, dans le sens où ce qui semble être en cours de préparation sur les questions d'asile et de migration, ça relève d'un logiciel qui est daté, qui est donc pas tellement, je dirais, empreint de la marque habituelle de l'équipe qui est au pouvoir, qui justement veut changer les choses, veut changer les logiciels. Là, le logiciel, il est complètement daté et il a des défauts de conception, au premier rang desquels le fait que l'immigration est systématiquement perçue comme un poids, comme un fardeau, comme un problème, comme quelque chose de néfaste, alors que nous, au quotidien, on voit bien les forces et les faiblesses. On s'occupe des faiblesses, mais on identifie les forces. Et on s'appuie sur les forces aussi pour aider les personnes qui viennent nous voir. Et ces forces-là, elles sont réelles. La deuxième erreur de conception, à mon avis, c'est de partir de cette espèce d'idée que les phénomènes migratoires sont des événements. Non. La migration n'est pas un événement. La migration, c'est comme le commerce, c'est comme l'eau de source, c'est comme la nature, c'est l'histoire de l'humanité. Donc essayer de présenter ça comme des crises migratoires ou des événements migratoires, même si évidemment il y a des intensités différentes. Voilà, donc il y a cette idée fausse qui continue à être utilisée. Mais alors, pardon. Puis voilà, on peut continuer à décliner ça. Et ça, il faut changer. Nous, on est là. Enfin, en tout cas, nous, notre rôle, c'est d'essayer de changer le regard sur ce sujet-là, changer les regards. Et c'est pas évident. Parce que hier, il y a eu ce moment assez particulier. Emmanuel Macron participant au lancement de la campagne d'hiver des Restaurants du Cœur, et tout en saluant l'action des Restaurants du Cœur, mais finalement avec 2 phrases qu'il voulait faire passer. C'est pas seulement 2 morceaux de phrases que les médias ont retenus, c'était 2 messages qu'il voulait adresser. Premièrement, je ne suis pas le Père Noël, et deuxièmement, je ne donnerai pas des papiers à tout le monde. Donc, quand vous parlez du vieux logiciel, là, on a vraiment l'impression qu'effectivement, c'est un vieux logiciel. Or,
Et il ne s'agit pas de polémiquer ou de faire de la petite politique, ce n'est pas très intéressant. Mais ce que portait, ce que prétendait porter la campagne Macron, c'était d'une certaine manière l'arrivée de cette société civile que vous-même voulez mobiliser par l'appel des solidarités. Alors, comment se fait-il que ces démarches de solidarité n'arrivent pas à, je dirais, à pénétrer d'autres lieux de pouvoir que celui du monde associatif? Peut-être sur la question des migrants et puis Ouais. la phrase d'Emmanuel Macron et plus généralement, qui se prépare aujourd'hui, la nouvelle loi asile et migration. Quand même, effectivement, je confirme un certain nombre d'inquiétudes, et en particulier la notion d'accueil inconditionnel qui est aujourd'hui pratiquée. Alors, en particulier dans les communautés Emmaüs, qui sont un lieu d'accueil et d'activité solidaire de manière inconditionnelle, qui accueille toute personne en situation de vulnérabilité, mais comme des centres d'hébergement, etc., peuvent le pratiquer. Mais ce qui est de particulier, c'est que dans une communauté Emmaüs, une personne accueillie qui devient compagnon Emmaüs devient un acteur de solidarité. Donc, rend des services incroyables à la société. Il devient, il était en situation d'exclusion, il pouvait être à la rue, et puis pouvait être migrant, fuir son pays avec ou sans papier, on s'en fiche, pour être clair, mais on l'accueille et il devient lui-même un acteur de solidarité, un acteur de lutte contre l'environnement, contre le changement climatique, puisqu'on pratique aussi cette économie circulaire depuis 70 ans, on n'appelait pas encore ça l'économie circulaire à l'époque, donc il devient aidant. Aujourd'hui, ça s'est remis en cause, hein, cet accueil inconditionnel, puisqu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des contrôles, des arrestations, voire même des responsables associatifs. Donc là encore, des acteurs de solidarité. On le voit dans la vallée de la Roya, mais on le voit aussi. On a, nous, des responsables de communautés ou des présidents de communautés qui sont convoqués à la police de l'air et des frontières pour accueil de personnes en situation irrégulière. C'est une grande inquiétude, là, pour le coup, si on veut mettre la solidarité au cœur du dispositif, si on criminalise, et c'est notre 120e proposition, si on criminalise la solidarité, c'est quand même très très inquiétant et c'est un point de vigilance extrêmement important. C'est le retour du délit de solidarité. Vraiment, on s'oppose à cette question-là. Là encore, on montre très concrètement, et les acteurs de solidarité, les militants et les bénévoles dans les associations montrent qu'on peut faire autrement, qu'on peut vivre ensemble et qu'on peut accueillir. On le voit à Calais, on le voit à Paris, on le voit dans la vallée de la Roya, on le voit partout ailleurs. C'est possible. Dans bon nombre de On aimerait qu'on puisse s'appuyer là-dessus, sur cette expérience des gens de terrain qui sont capables d'accueillir et puis de faire en sorte que ces personnes qui ont fui leur pays puissent trouver leur place simplement. Donc oui, aujourd'hui, c'est pas suffisamment pris en compte. Aujourd'hui, c'est même très inquiétant ce que prépare à ce niveau-là. Pascal Ribes, on va être obligé de conclure. Si vous voulez, sur ces questions-là, vous avez des choses particulières, plus globalement? J'ai envie de dire que plus globalement, il faut s'assurer que tous les êtres humains, finalement, aient accès à tous leurs droits et libertés fondamentales. C'est ce qu'on demande aussi à l'APF. Pas plus pour les personnes en situation de handicap, mais pas moins non plus. C'est exigeant parce que, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi à un moment donné rendre concrète cette égalité réelle. Et cette égalité réelle, elle suppose de prendre en compte la véritable situation, et ce n'est pas du tout une égalité arithmétique, je donne la même chose à tout le monde, par exemple. Et je voudrais juste revenir aussi sur la pauvreté, puisqu'on a parlé donc tout à l'heure sur 9 millions de pauvres. Il faut quand même savoir qu'il y a 1 million de personnes en situation de handicap. Là-dessus, sur le revenu, justement, nous, on porte cette proposition-là dans le livre. On porte une proposition qui vise à créer un revenu individuel d'existence pour toutes les personnes en situation de handicap, en tout cas en situation de perte d'autonomie. Parce que
Pourquoi? Parce que là, le nœud, c'est la dépendance, en fait. On peut espérer, j'allais dire, sortir des autres situations avec d'autres mesures. Or, que ce soit, si vous êtes, je veux dire, trop âgé ou trop handicapé, bon, et que ça, malheureusement, c'est irrémédiable. Et donc, il y a des choses, pour les personnes âgées comme pour les personnes en situation de handicap, nous pensons qu'il appartient à la société de prévoir des mesures qui permettent de sortir ces populations-là qui n'ont pas d'autre choix ou d'autres possibilités finalement, par un revenu donc individuel d'existence qui soit au moins égal au seuil de pauvreté, en maintenant leurs droits connexes, etc., de manière à finalement à la fois répondre quand même aux objectifs de développement durable, parce que je rappelle que quand même la France les a donc signés, et que c'est un de ces objectifs-là, et d'ailleurs je crois que c'est le numéro 1, c'est éradiquer la pauvreté. Le nombre de personnes en situation de handicap en France, c'est quand même au moins 20% de la population. Après, en plus, ça dépend comment on compte. Hein. Donc, à un moment donné, si on veut vraiment éradiquer la pauvreté, il faut quand même s'attaquer aussi aux causes. Et je voudrais dire que pour les personnes handicapées comme pour les personnes âgées, elles ont en plus des surcoûts qui sont liés à leur situation de dépendance, des restes à charge importants pour l'acquisition d'une aide technique qui est pourtant nécessaire à leur mobilité, sinon elles restent coincés dans leur appartement ou dans leur maison. Voilà, avoir un fauteuil roulant, par exemple, c'est pas un luxe. Or, vous savez, enfin, vous ne savez peut-être pas, en fait, c'est très peu remboursé par la sécurité sociale. Et tout le reste, c'est à la charge de la personne en situation de handicap. C'est pas un luxe, le handicap, quoi. À un moment donné, voilà. Donc, et comment elles font? Elles font, justement, elles ont un revenu un petit peu supérieur, peut-être à un revenu minimum qui pourrait être le même pour toutes les autres personnes. Sauf que là, les restes à charge, il faut les compenser aussi par un revenu d'existence à la hauteur de la dépendance. D'accord. Eh bien, écoutez, merci à tous les quatre d'être venus à Mediapart. Et puis, on va suivre donc la dynamique créée par cet appel des solidarités, trouver des solutions, construire une société solidaire. On indique votre site, cet appel, le livre que vous venez de publier, les 120 solutions. Voilà, merci beaucoup.